Je vais vous parler des enfants et de la santé en scientologie dianétique. J'essaye de ne pas oublier qu'en réalité les deux sujets devraient toujours être mis ensemble, parce que la scientologie se sert énormément du terme dianétique pour racoler, appelons les choses par leur nom, pour racoler une nouvelle clientèle, parce que le terme dianétique est peu connu ou moins connu du grand public que le terme scientologie. Et vous m'entendrez rarement parler de l'église de scientologie, parce qu'il faudrait déjà que ça en soit une. J'ai beau être un ministre de l'église de scientologie, enfin avoir été, si on veut dire, je n'ai jamais considéré que j'avais fait partie d'une religion, même quand j'étais un ministre et que je baptisais des gens, que j'étais patron d'une organisation, etc. D'ailleurs, quand vous entendez les scientologues parler entre eux de la scientologie, vous entendrez les scientologues parler d'une orgue pour organisation. Ça n'a donc pas grand-chose à voir avec une église, même rien du tout, dis non, à part le nom. On va commencer par quelque chose qui concerne directement la santé et la prétention de la scientologie. Vous avez ici un bateau, vous le voyez en entier en bas en cale sèche, et puis en haut, vous le voyez dépecé. Alors pourquoi ai-je mis ce bateau? Eh bien, d'abord, les scientologues travaillent sur les bâtiments de la scientologie, y compris le bateau amiral qui est le Free Winds. Alors le Free Winds, ça veut dire vent libre, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anglais, c'est improbable. Mais en fait, ça devrait s'appeler le Free Asbestos, c'est-à-dire l'amiante libre. En effet, et on va passer à l'image suivante. Comment ça marche? Voilà. Alors vous avez ici des membres du personnel de la scientologie en train de travailler sur le bateau Free Winds. Que sont-ils en train de faire? Eh bien, ils sont en train d'arracher de l'amiante bleu, avec évidemment, comme vous pouvez le voir, les protections absolument indispensables en cas d'amiante bleu. On met juste un masque de chirurgie en papier, et c'est bien assez. Voilà. Alors pourquoi est-ce significatif et pourquoi j'ai pris ça comme symbole, si vous voulez, pour démarrer sur la santé avec la scientologie? Ben, tout simplement parce que quand quelqu'un, c'est-à-dire l'architecte qui avait refait les plans de ce bâtiment, qui était un bâtiment racheté à quelqu'un d'autre, un bâtiment d'occasion, et bien quand l'architecte s'est aperçu que, à l'instar du France, ce bâtiment était truffé d'amiante bleue, il l'a signalé. Et il a dit, mais il faut mettre des protections, etc. Et la direction mondiale de la scientologie lui a dit, mais vous savez, Hubbard, le fondateur de la scientologie, Ron Hubbard, n'a jamais dit que l'amiante bleue était dangereuse. Terminé, plus de discussion possible. Donc on a envoyé au casse-pipe, enfin, si on peut appeler ça le casse-pipe, on a envoyé à la boîte à cancer les staffs de la scientologie, qui pour la plupart sont des débutants et qui, forcément, dans la plupart des cas, ne connaissent même pas l'amiante bleue et ignoraient tout du danger que présente le produit en question. Excusez-moi, je suis encore du mauvais côté. Alors, commençons tout de suite sur les promesses que la scientologie dianétique vous fait en ce qui concerne la santé. Arthrite, ça guérit l'arthrite, l'asthme. Il y a même d'ailleurs des processus spécifiques pour guérir les allergies. Donc l'asthme peut être lié à une allergie, par exemple. Les maladies de cœur, bien évidemment. Les problèmes d'estomac, le cancer, ça va de soi, c'est une maladie psychosomatique, tout le monde sait ça. La myopie, j'en parlerai davantage parce qu'il y a quand même parfois des choses assez amusantes en ce qui concerne les phénomènes qui peuvent avoir lieu dans des systèmes de croyances, puisque la scientologie n'est rien d'autre qu'un système de croyances. Et la bursite, on ne sait pas pourquoi Barthes s'intéressait beaucoup au sexe
Donc évidemment, il parlait énormément en 1950, hein, ça remonte aux promesses de 1950. Hubbard parlait beaucoup de problèmes de sexe et il parlait énormément, par exemple, comme cause, on en verra un peu plus tard, du fait que les femmes se faisaient avorter avec toutes sortes de systèmes, mais que des tas de fœtus avaient survécu à ces tentatives d'avortement. Je serais assez curieux de savoir combien de femmes aux États-Unis en 1950, après la guerre, se faisaient si facilement avorter avec toutes sortes de systèmes, y compris des injections d'eau de Javel. Je vous le donne en mille. Alors évidemment, on peut se demander si le mésothélium, qui est en principe lié à la viande bleue, est aussi guéri désormais par la scientologie génétique. Alors, comment guérit-on le cancer? Eh bien, on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'audition? L'audition, c'est le système pseudo-psychanalytique ou pseudo-psychologique que la scientologie utilise pour guérir toutes sortes de maladies. Au moins 80% des maladies seraient guéries par l'audition, et y compris les maladies mentales, bien entendu, toutes les stupidités humaines, tout ça, ça peut être guéri par l'audition de scientologie. Alors, on audite la mitose, donc la séparation des cellules, le découpage petit à petit des cellules, voilà. Alors, on va faire un petit peu d'explication de texte. Sur quoi est basée l'audition? La théorie pratiquement essentielle de toute la dianétique et de la scientologie, c'est l'engramme. L'engramme, à l'origine, ça voulait dire une trace sur une cellule. Mais pour Hubbard, c'est un moment de douleur et d'inconscience que nous aurions enregistré dans une partie du mental, on verra un peu plus après, qui s'appelle le mental réactif et qui correspondrait plus ou moins à ce que les psychologues appellent l'inconscient. Alors, d'après Hubbard, il n'y a pas seulement dans cette visite que vous auriez enregistré des engrammes dans votre inconscient ou dans votre mental réactif, un mental qui travaille donc par réaction, vous auriez ça depuis, en fait, des quintillons d'années. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis je ne sais combien de dizaines de milliards de vies, vous auriez enregistré, en tant qu'être spirituel, dit-il, toutes ces choses, et toutes ces choses seraient enregistrées à raison de 25 images par seconde. On voit qu'il avait appris à faire du cinéma, hein, c'est dans le genre, quoi. Donc 25 images par seconde, on aurait absolument tout enregistré. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de choses qu'on aurait enregistrées, alors que dans chaque image, d'après Hubbard, il y aurait absolument tout. C'est-à-dire tout un tas de perceptions, pas seulement la vue, l'odeur, etc., mais le sens du sucré, du salé, et je vous en passe parce qu'il en cite 55, qu'il appelle des perceptiques. Alors, comment ça se passe, d'après Hubbard? Parce que c'est un peu similaire à, disons, au traumatisme en psychologie. Ça se passe que les engrammes, c'est-à-dire ces moments de douleur et d'inconscience, par exemple un accident de voiture, ou bien la naissance tout simplement d'un bébé, ou bien lorsqu'il s'est passé dans le prénatal, donc à l'intérieur du ventre de la mère, ou ce qui s'est passé dans les vies d'avant, tout ceci peut être réactivé, remis en scène en quelque sorte, si bien qu'à la sortie, vous avez, mettons, un engramme, donc un moment de douleur et d'inconscience qui contient tout un tas de choses, y compris des phrases, souvent des phrases, et des phrases qui auraient une signification. Alors, je ne sais pas, voilà par exemple, une phrase comme « ne fais pas ci », ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou bien tu vas tomber. Vous voyez? Ça, ce sont des phrases qui, pour chaque être humain, ont une signification. Et bien, d'après Hubbard, quand on réactiverait, quand on restimulerait un engramme contenant une telle phrase, c'est-à-dire quand pour une raison
indépendant de notre volonté, cet instant passé de douleur et d'inconscience nous reviendrait. Dans ce cas, eh bien, nous aurions cette phrase qui nous reviendrait inconsciemment dans la tête et qui nous mettrait donc dans un état de dépendance par rapport à ce commandement, cet ordre ne fais pas ci, ou bien tu vas tomber. Et à ce moment-là, comme par hasard, tac, on va se faire un croche-pied et on va tomber. C'est à peu près le genre d'explication simpliste, hein. On est dans le domaine des gourous quand même. C'est le genre d'explication simpliste que Bard a découverte pour tenter de faire comprendre que nous ne guidions pas toute notre destinée et que nous étions l'effet des engrammes que seule la scientologie, donc l'audition de scientologie, peut faire disparaître. Alors, on va faire une petite démonstration. J'espère qu'on a, oui, quelques minutes. Ça devrait prendre à peu près 6 minutes. Je vais tâcher de vous faire faire une séance d'audition de groupe. Alors, vous ne risquez rien, je vous dirai après pourquoi je vous fais faire ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe, sauf que ça ne se passe pas avec ces commandements-là. Je les ai tirés ici d'un livre que Bard appelle la self-analyse, et qui est en fait une forme d'audition qui est surtout destinée aux enfants quand on l'a fait en groupe. Alors, j'ai remarqué que vous n'étiez pas tous des enfants, hein. Bon. Mais cette séance d'audition, je vais la faire avec quelques questions seulement. Vous n'êtes pas du tout obligé d'obéir aux questions, mais vous verrez que vous ne prenez aucun risque. On ne va pas aller dans les engrammes, donc dans des moments de douleur et d'inconscience, mais plutôt dans des moments agréables. Donc, je vais passer à la page. Alors voilà le livre Self-Analyse de la dernière édition, 2007. Petite aparté d'ailleurs à propos des livres de Hubbard. Les 18 premiers ouvrages qu'a écrit Hubbard dans les années 50 ont été réécrits par le nouveau patron de la scientologie mondiale, qui a pris le pouvoir par un coup d'État interne en 1977 ou 78. Et donc, cet individu a reformaté tous les bouquins, il les a réécrits à sa façon. Ils contiennent quand même, pour l'essentiel, en général, ceux qui contenaient les bouquins de Bard, mais par contre, il les a mis dans un autre ordre, il a ajouté des tonnes de lexique, il a mis des versions modifiées qui avaient été incluses dans d'autres documents de Bard, et ça c'est un bouquin de 2007 qui s'appelle La Self-Analyse, mais on va passer maintenant à l'audition. Alors on va auditer, c'est-à-dire je vais vous poser des questions qui se trouvent d'ailleurs ici, en vous demandant, vous voyez qu'ici, on a une liste qui est probablement peu lisible depuis là où vous êtes, une liste de perceptions, la vue, l'odorat, le toucher, la couleur, la tonalité, les mouvements extérieurs, l'émotion, le volume, la position du corps, etc., etc. Et quand je vais vous poser par exemple, la première question, souvenez-vous d'un moment où vous étiez heureux ou heureuse. Je vous demanderai ensuite, une fois que vous aurez un moment où vous étiez heureux ou heureuse, je vous demanderai ensuite de vous souvenir de, par exemple, la couleur ou la tonalité, ou du son, ou de ce que disaient les gens, tout ce que vous voulez. Essayez de vous en souvenir en intérieur. Je vous dirai après pourquoi j'essaye d'obtenir que vous fassiez ça, parce que ça fait partie de la démonstration justement de comment on peut arriver. Vous n'allez évidemment pas être piégé ici, puisque je vais vous expliquer pourquoi je le fais tout de suite après, mais comment on peut arriver à piéger des gens avec des démonstrations comme celle-ci. Moi, je ne vous la fais pas pour vous piéger, évidemment, mais pour la démonstration. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Merci. Bien, alors souvenez-vous d'un moment où vous étiez heureuse ou heureux, pour les hommes.
Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous se sont souvenus d'un tel moment. D'accord? Alors, souvenez-vous par exemple de ce que vous voyez à cette époque, à ce moment-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Essayez de vous souvenir de ça. D'accord? Est-ce que certains se sont souvenus de quelque chose qu'ils voyaient à ce moment-là? Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion qui était la vôtre à cette époque, à ce moment? Alors maintenant, souvenez-vous d'un son, par exemple, de ce même moment. Est-ce que vous auriez un son qui vous revient? Alors, je vais maintenant poser une question à ceux qui veulent bien répondre. Est-ce que certains d'entre vous se sont souvenus de choses, lors de ces questions que j'ai posées, se sont souvenus de choses qu'ils croyaient avoir oubliées, qui leur sont revenues en mémoire? En fait, cette démonstration était surtout destinée à montrer que, en fait, en quelques instants, il peut y avoir des choses qui nous reviennent en mémoire, et quand vous faites ça pendant plusieurs heures au début de la scientologie, ou quand vous êtes un enfant, et qu'on vous audite là-dessus en groupe, 10, 15, 20 enfants en même temps, on peut leur donner l'impression qu'ils ont plus de mémoire qu'ils ne le croient, qu'ils ont beaucoup plus de souvenirs dans leur tête qu'ils ne le croient, dans leur tête ou dans leur mental, puisqu'évidemment, Barthes se sépare le cerveau, disons, qui est théoriquement plus ou moins le siège de la mémoire, du mental qui, lui, est une sorte de chose extérieure qui contient des trillions et des quadrillions et des quintillions et des sextillions d'images. Donc d'images mentales qui contiennent toutes 55 perceptions avec tout un tas de choses nouvelles. Donc en quelques minutes, on peut effectivement se souvenir éventuellement de choses qu'on croyait avoir oubliées, et là on est dans des incidents agréables, c'est-à-dire des choses, avoir un ami, ou être heureux, ou être heureuse, ce sont des choses qui sont agréables. Donc, rien qu'en faisant ça pendant quelques minutes, on peut arriver à retrouver certaines choses qu'on pensait peut-être avoir oubliées, d'autres qu'on n'avait pas oubliées, mais quand on insiste comme ça pendant des heures, plusieurs jours d'affilée, vous pouvez être absolument certain que tout le monde se fait avoir à ce coup-là. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui nous reviennent en mémoire, qu'on croyait avoir oubliées, alors qu'on avait, je ne sais pas, 2, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, les débuts de la vraie mémoire, des choses dont on se souvient de façon réelle. Et si on insiste ensuite, parce que ça c'est le grand procédé de la scientologie, si on insiste avec ce type d'audition, mais non plus sur des incidents agréables, mais sur ce qu'Hubbard appelle, je vais revenir, sur ce que Hubbard appelle des engrammes, quand on revient là-dessus, là, les gens commencent à rentrer dans des choses qu'ils croient aussi avoir oubliées, mais qui, une fois qu'ils vont être incités par la répétition systématique du même ordre, du même commandement d'audition, ça s'appelle un commandement d'audition en scientologie dianétique, la répétition du même commandement d'audition va amener les gens à rentrer dans des perceptions, non seulement qu'ils croyaient avoir oubliées, mais des perceptions qu'ils vont inventer. Des perceptions, des incidents qu'ils vont inventer, des vies antérieures qu'ils vont inventer. On lisait il y a un petit moment, Madame Dumont a parlé des souvenirs, des faux souvenirs induits. La plus belle machine à fabriquer du faux souvenir induit qui puisse exister à l'heure actuelle, c'est sans nul doute la scientologie. Parce que je peux vous garantir qu'on arrive à amener n'importe qui, même les plus sceptiques, même les moins croyants d'avance, au bout d'un certain temps, on arrive à amener absolument n'importe qui à croire aux vies antérieures, à s'inventer un passé de, je ne sais pas quoi, moi, de conquérant des étoiles,
space opéra, j'en passais des meilleurs, c'est absolument terrifiant. Et le résultat, c'est que les gens, avec toutes ces explications, se forment des concepts, comment on pourrait dire, des faux concepts de leurs propres explications, puisque croyant avoir vécu des tonnes de vies antérieures, au cours desquelles ils ont, je sais pas quoi, conquis des étoiles, tué des gens, été le Christ, Napoléon, j'en passe des meilleurs, je vous garantis que j'en ai vu des Christ et des choses comme ça. Hein. Je ne parle pas de moi là, mais dans les gens que j'ai audités ou dont j'ai surveillé les auditions quand j'étais à l'intérieur, il y avait des gens qui s'étaient pris pour des Marie-Antoinette, qui avaient été des conquérants de l'espace, etc. Et ça, il y en avait d'innombrables. Donc, on arrive à faire rentrer absolument n'importe qui dans des fausses explications. Et le plus curieux, c'est que dans certains cas, les gens sont, entre guillemets, momentanément guéris de quelque chose, pas du cancer, rassurez-vous, je pense. Bon, mais ils sont éventuellement dans un état second où ils ne ressentent plus quelque chose qui les gênait, si bien que, par exemple, ils peuvent imaginer qu'ils sont, pour l'instant, ils n'ont plus besoin de se tenir assis continuellement parce qu'ils ont trop de rhumatisme ou trop d'arthrite. Donc ça arrive parfois à obtenir un résultat parce que, ça c'est une chose indéniable, quand on regarde vraiment ce qui se passe à l'intérieur des mouvements sectaires, c'est que les croyances ont un pouvoir sur nous. C'est plutôt une évidence. De même que le moral a un pouvoir sur notre capacité à réagir dans l'existence. Quand on n'a pas le moral, on est lent, on va chipoter, on ne va pas faire ce qu'on devrait. Mais quand on a plus le moral, évidemment, on y arrive beaucoup mieux. Bon, c'est un peu pareil pour les maladies. C'est vrai que dans certains cas, il faut reconnaître que ça arrange certaines choses. Pourquoi? Bon, parce que tout simplement, le psychologique a une action sur le neurologique, c'est pas nouveau, hein, personne n'a inventé quelque chose en dianétique et en scientologie à ce propos, évidemment. On va parler d'une autre procédure qui a été inventée par Hubbard, qui est extrêmement risquée, qui s'appelle la procédure de purification. Alors, voilà ce qu'en dit Hubbard en résumé, hein, évidemment, il a écrit des tonnes de documents à ce sujet. Malheureusement, c'est moi qui les ai traduits le premier en français, ce qui fait que c'est moi qui ai délivré le premier cette procédure de purification. À vrai dire, je ne croyais pas trop à l'histoire des radiations, mais néanmoins, comme Hubbard l'avait dit, que j'étais en scientologie, que j'étais un bon scientologue, cadre, dirigeant, alors je traduisais exactement ce que M. Hubbard avait dit. Hein. J'avais suffisamment le hier pour ne pas protester, disons, à cette époque-là. Alors, qu'est-ce que la procédure de purification? Résumé. Voilà le programme qu'on fait pendant la procédure de purification, et ça, on le fait pendant plusieurs semaines d'affilée en général. 20 minutes de course par jour, suivi d'environ 4h40 de sauna par jour, entre 60 et 80 degrés, n'est-ce pas? Avec de temps en temps une douche, et puis on va boire un petit peu d'eau, etc. Il est interdit de boire du vin, évidemment, en scientologie. Hein, bon. Donc, ça, c'est pas pendant une fois, 2 jours. Non, c'est le minimum, c'est 9, 10 jours, 15 jours, et je vous garantis que j'ai rencontré en 1981 quelqu'un qui était sur ce processus depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'il se farcissait 4h40 de sauna et 20 minutes de course tous les jours. Il devait avoir 35-40 ans à l'époque. Hein. Oui, un petit peu. Alors, en plus, je ne sais pas si ça choquera les médecins, mais vous voyez, en scientologie, en dianétique, pendant la procédure, on prend du calcium et du magnésium en même temps. Bon. Voilà exactement les doses recommandées au bout de quelques jours. Alors,
on ne prend pas ça tous les jours au début. Au début, on prend des doses qui sont nettement inférieures à ces dosages de vitamines. Par contre, petit à petit, c'est-à-dire en général au bout d'une douzaine de jours, on en est à ces dosages quotidiens. 5000 mg d'acide nicotinique, c'est-à-dire environ 250 fois la dose normale, 50 000 unités de vitamine A, 2000 de vitamine D, 2400 de vitamine E, ce qui est énorme, hein, bien sûr, 5 à 6 grammes de vitamine C, je le lis parce que je ne suis pas sûr que tout le monde puisse lire depuis le fond de la salle, 6 grammes de vitamine B complexe, et c'est un mélange de 11 vitamines de ce groupe, c'est 19 minéraux. 6 grammes de minéraux, alors ça c'est des énormes capsules, et il y a des minéraux bizarres tels que la levure de bière, la luzerne, le ginseng, bon ben, je veux bien, c'est peut-être des minéraux, mais c'est plutôt des végétaux en fait, au moins pour la levure de bière, la luzerne et le ginseng. Alors, de la vitamine B1, 8 à 1300 mg par jour, plus 2 verres de ce produit que la scientologie appelle le CalMag, qui est composé donc de gluconate de calcium et de carbonate de magnésium. Et on mélange ça dans du vinaigre de cidre, pardon. Bon. Alors voilà la comparaison que j'ai faite avec une seule ou deux références seulement par rapport aux recommandations médicales dans la procédure de purification des doses journalières. 250 fois la dose de vitamine de niacine. Alors, oui, j'y reviendrai à la niacine parce qu'elle est particulièrement importante dans cette procédure. La vitamine A 2 fois, la vitamine D ça va encore, la vitamine C c'est 40 fois ce qu'il en faut, la vitamine E 120 fois, la B complexe on ne sait pas, ça peut être jusqu'à 600 fois, etc. Donc il y a un certain nombre de références, Chorderet donc en Suisse, Glenn Brown, Grenoble au Canada, qui ont effectivement donné les recommandations. Alors, on va revenir sur la niacine, parce que la niacine est particulièrement capitale dans la procédure de purification de la scientologie, puisque Hubbard prétend que c'est grâce à la niacine qu'on fait sauter des radiations du corps. Et beaucoup de scientologues ont été extrêmement convaincus d'avoir fait sauter en particulier leurs coups de soleil accumulés. Sauf qu'évidemment, la niacine étant un puissant vasodilateur, les coups de soleil qui arrivaient n'étaient jamais que l'extension du vaisseau, en quelque sorte. C'est-à-dire que le sang affluait à la surface du corps, en particulier aux oreilles, aux genoux, sur le haut de la poitrine, sur les épaules, à des endroits qui avaient pris des coups de soleil plus facilement que d'autres. Si bien que, comme la capillarité, enfin, le réseau capillaire à ce moment-là est plus fragile, à cause des coups de soleil qu'il a pris, eh bien, les coups de soleil paraissaient réapparaître, alors qu'en fait, ce qui réapparaissait tout simplement, c'était juste que les vaisseaux étaient en train de se dilater à cet endroit-là. Il n'y avait évidemment aucune disparition des radiations concernant la procédure en question. D'autre part, on ne sait pas comment Hubbard envisage qu'on puisse faire disparaître des radiations qui ont une période de plusieurs milliers d'années, en quelques instants, simplement en prenant de l'acide nicotinique. Ça paraît quand même assez stupide au point de vue médical. Alors, encore, là on va sauter aux effets psychologiques, on va dire, de la scientologie dianétique. Hubbard prétend, dans un ouvrage, que la dianétique, c'est l'arme absolue contre le lavage de cerveau, évidemment, sauf le lavage de cerveau de la scientologie, hein, bien sûr. Et ce qui est plus amusant, c'est que lui-même a écrit un manuel du lavage de cerveau. On a mis un moment quand même pour découvrir que le manuel de lavage de cerveau en question, qu'il a attribué à Beria, avait été publié, voilà, sa couverture, avait été publié en réalité par la scientologie à l'époque. Donc, c'est une brainwashing, un lavage de cerveau, une synthèse des ouvrages russes de psychopolitique. Il
Il faut dire que probablement à peu près à la même époque, on avait un autre auteur de science-fiction, puisque Bard a aussi été auteur de science-fiction, qui s'appelait Asimov et qui avait inventé ce terme de psychopolitique. Donc je pense que Bard avait dû lire Asimov et il s'est dit, oh, tiens, je vais faire un truc sur la psychopolitique, je vais l'attribuer aux Russes, etc. Mais je vous garantis qu'effectivement, on peut se servir de ça et considérer, excusez-moi, et considérer qu'effectivement, on peut, dans une certaine mesure, arriver au lavage de cerveau grâce à la douleur, l'inconscience, l'emploi de techniques propres à altérer le jugement, c'est-à-dire faire croire aux gens qu'ils ont un passé différent de ce qu'ils ont, leur faire trouver des explications qui ne correspondent pas à leur réalité réelle et à la réalité qu'ils ont vraiment vécue. Et c'est donc assez intéressant de constater que Bard prétend trouver un moyen pour faire disparaître le lavage de cerveau, mais que lui-même le pratique. Ensuite, il a parlé aussi de comment soigner les psychotiques. Là, on touche directement le domaine des psychiatres, comme peut-être certains, même certainement un nombre d'entre vous savent que la scientologie est extrêmement opposée à la psychiatrie, opposée aux médicaments aussi d'ailleurs. Bon. Cela dit, il faut quand même savoir que M. Ron Hubbard est mort à 74 ans avec du Vistaril dans les fesses. Et le Vistaril dans les fesses, c'était pas à l'hôpital qu'on lui avait filé, c'était son propre médecin scientologue. Le Vistaril, c'est un médicament psychiatrique qui est surtout utilisé aux États-Unis pour soigner l'alcoolisme en particulier, comme Hubbard était aussi alcoolique. Oui, tout, il avait tout. Mais ça, évidemment, il ne le disait pas. Hein, donc, il est mort avec du Vistaril dans les fesses. Et en état de quasi-démence, il s'était mis à croire quasiment à ses propres fantasmes qu'il avait inventés auparavant, et qui étaient tous sortis de la science-fiction, en peu de choses près. Ce qui est tout à fait remarquable dans cette procédure qui est supposée soigner les psychotiques, les vrais psychotiques, les vrais psychotiques, tels que les définit Hubbard, qui n'a encore pas la même définition que les psychiatres qu'en psychiatrie. Mais ce qui est assez intéressant chez la façon dont ils s'y prennent, c'est que les gens, on les met en total isolement, donc ils sont isolés, ils sont dans une pièce où ils sont seuls, on ne leur parle pas, on ne leur répond pas. Je ne sais pas si vous voyez le topo, alors vous venez de piquer juste, éventuellement, pardon, vous venez juste de piquer une crise de fureur parce que vraiment vous avez roulé ou je ne sais quoi, vous avez tapé sur la table, en scientologie, tac, vous avez droit à être traité de psychotique immédiatement, vous n'avez pas droit à ça. Hein. Donc on vous colle en isolement et c'est terminé, on ne va pas vous parler pendant des jours, des mois, des semaines, réellement. Exemple absolument flagrant et particulièrement connu en France, récemment, le docteur Claude Boublil, qui était un de mes amis à l'époque, donc je le connais particulièrement, le docteur Claude Boublil a une sœur qui a passé plusieurs années en scientologie, Maya Martine Boublil. Cette personne a eu probablement un gros chagrin d'amour, on va dire, une grosse déception sentimentale. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu en discuter avec elle après. Et les deux frères de cette personne sont tous les deux médecins. Il y en a un qui est médecin scientologue et l'autre qui est médecin tout court. Celui qui est médecin tout court s'est dit vraiment cette personne va mal, ma sœur va mal, donc je la mets à Sainte-Anne pour qu'elle retrouve un petit peu ses esprits, etc. Donc elle était en soins à Sainte-Anne. Qu'est-ce qu'a fait Claude Boublil, l'autre frère médecin? Il est allé repiocher sa sœur à Sainte-Anne, parce qu'évidemment en psychiatrie, c'est pas permis. Donc, au lieu de laisser sa sœur soignée par les, peut-être, je ne sais pas quel
produits elle aurait eu besoin d'avoir, je ne suis pas psychiatre ni médecin, eh bien, l'autre l'a emmené et lui a fait subir ce processus psychotique de la scientologie. Donc il l'a mise en isolation, d'abord pendant plusieurs semaines en France, personne n'y parlait. Puis finalement, comme ça ne marchait toujours pas, et que les gens chez qui elle se trouvait quelque part en Bretagne ne pouvaient plus la garder chez elle, le frère a payé 3 scientologues, une voiture, et ils ont transporté cette personne en Sicile, et lorsqu'enfin elle a réussi à balancer par la fenêtre un message dans le jardin des voisins, elle était dans une villa très isolée en Sicile, eh bien, les voisins ont trouvé le message et ont fait venir la police, et ont délivré cette personne. Oui, mais elle était dans un état catastrophique. C'est-à-dire qu'elle pouvait à peine se lever, alors qu'elle avait, je crois, 46 ans, quelque chose comme ça. Elle pouvait à peine se lever, elle avait encore de la conscience, mais ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Et elle vivait dans, excusez-moi, elle vivait dans sa merde. Voilà. Ça, c'est les scientologues. Et ça faisait des semaines qu'ils ne lui parlaient pas. Il l'avait quand même laissé descendre, paraît-il, une fois voir la télévision, le tout en l'espace de plusieurs mois. C'est à peu près aucun mot. Je vous laisse deviner le résultat de quelqu'un à qui on ne parle pas pendant des mois. Et voilà un autre exemple qui est absolument symbolique de la scientologie. C'est en quelque sorte l'image la plus connue, la personne la plus connue, parce qu'elle aussi, Lisa McPherson, 18 ans de scientologie, qui était supposée être arrivée à un niveau assez avancé du système, qui avait donc passé 18 ans en interne, et qui avait été également membre du personnel, et bien cette personne est morte de cette même procédure supposée rendre les gens qui sont psychotiques, leur rendre la santé d'esprit. Eh bien, elle en est tout simplement morte, on ne lui a pas parlé, puis elle est devenue de plus en plus folle, parce que là, elle était vraiment tombée, et elle est morte dans ce que la scientologie appelle la Mecque de la scientologie, c'est-à-dire à Flag. Flag, c'est à Clearwater en Floride, et c'est là qu'est le plus grand centre technique de l'association de scientologie mondiale. Donc, on ne peut pas dire que c'est une faute, si vous voulez, qui est unique, etc. Ce genre de procédure a probablement tué beaucoup d'autres gens dont on ignore tout, parce que la scientologie étant extrêmement secrète, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, il y a des tas de suicides qu'on n'a jamais détectés. On en connaît au moins une soixantaine, mais il y en a un certain nombre d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, vous voyez le résultat des procédures de scientologie. Je pense que... Ah, revenons aux enfants. Oui, parce que j'ai oublié de parler aux enfants. J'en ai parlé à propos de la petite procédure d'auto-analyse. Alors, je ne sais pas si on voit assez au fond pour lire. Est-ce que vous voulez que je vous lise que c'est particulièrement important? On ne voit pas. Alors, les enfants, une citation de Barbe. Si, au cours des 15 prochaines années, les scientologues se spécialisent dans le traitement en groupe des enfants, il se peut qu'on réalise tous les buts de la scientologie. Donc, continue, en auditant les enfants de 6 à 10 ans. Vous voyez, on ne les prend pas tout à fait au berceau, mais en réalité, on les audite déjà au berceau. Je vous raconterai une petite anecdote après. Donc, en auditant les enfants de 6 à 10 ans, on atteindrait en 15 années une santé mentale et une vivacité de la population, hein, sous-entendu, jamais obtenue auparavant dans cette portion de la populace, ils appellent ça la populace, comprise entre 21 et 26 ans. Ça se trouvait en 1953 dans le journal 14G de la Scientologie, volume 1, page 319 à 328.
Alors, ça c'est absolument typique parce que les scientologues prétendent à l'heure actuelle, ils y vont avec la pédale d'eau sur ce coup-là, hein, sur les histoires d'enfants. Non, 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 on ne s'occupe pas des enfants, j'ai encore entendu dire ça il n'y a pas très longtemps par la porte-parole française. Non, 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 oui, sauf que il se trouve que j'ai quand même quelques espions à l'intérieur parfois et qu'on me rapporte des éléments. Et en particulier, la procédure de purification, il y avait une gamine de à peu près 10 ou 11 ans et un gamin de 13 ou 14 ans qui ont passé cet été à cette procédure. Et donc la scientologie recherche et obtient que les parents scientologues amènent leurs enfants. Les parents payent évidemment les services, je ne vous ai pas encore parlé de prix, mais payent les services et les enfants deviennent des prises de la scientologie, parce qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre quand ils sont tombés de chez les... Ils n'ont jamais rien vu d'autre que ça. Donc, quand ils sont tombés en scientologie très très jeunes, ben pour les en sortir, je peux vous dire que ça c'est dur. Et je peux parler de mes propres enfants, puisque je les ai amenés, mes deux fils qui ont maintenant 45 et 46 ans, sont entrés en scientologie quand ils avaient 11 ans et 12 ans. Et je vous garantis que malheureusement, ils en ont souffert. Parce que les parents scientologues, c'est pas de la tarte, hein. Ils sont pires que les autres, je vous garantis, pas tous. Mais bon, franchement, on n'était pas marrant, hein, parce que c'était tout le temps au boulot, c'est staccanoviste hein, comme système. Donc ce qui fait que mes enfants allaient au lycée jusqu'à 15 ans et demi, 16 ans. Après, hop, ils sont rentrés dans le staff de la scientologie, chez nous. Et ces enfants, des années plus tard, même quand ils sont sortis, parce qu'ils sont sortis en même temps que nous, encore fort heureusement, et bien des années plus tard, ils ont encore des séquelles, parce qu'on les garde, ces trucs-là. Il n'y a rien à faire, il y a des choses qu'on n'a pas eues, on n'a pas eu les joies des enfants, on a dû se farcir les cours de scientologie pendant tous les week-ends, pendant des années, puis ensuite on est devenu membre du staff de la scientologie, c'est au moins 6 jours et demi par semaine qu'on travaille, et quand je dis 6 jours et demi, c'est plutôt 80-90 heures hein, quand même par semaine. Hein. Quant aux adultes, c'est 100, 110 heures, etc. Voilà. Alors, voilà pour le développement des enfants en scientologie. Et voilà pourquoi les enfants sont si appréciés dans les sectes, pas seulement en scientologie, c'est qu'évidemment c'est de la matière malléable, plus facilement malléable. Ils croient ce que leur disent leurs parents. Évidemment. Ils ne croient pas toujours, fort heureusement, mais bon. Alors après, pour les en sortir, et ben voilà où on en arrive. Merci beaucoup. Merci Roger Gonnet pour cette intervention. Et j'aimerais confirmer ce que tu disais. Une fois, j'ai vu venir à la permanence de notre association une dame qui était passée par la scientologie et qui disait, dans une vie antérieure, avoir été violée alors qu'elle était Cosette. Bon, l'un des problèmes, c'est que c'est un personnage fictif de Victor Hugo. Oui, je vais vous la raconter une encore plus évidente. Parmi les gens dont j'ai surveillé les auditions en tant que, ça s'appelle un superviseur des cas à l'intérieur de la scientologie, j'en ai rencontré un, et pourtant c'était loin d'être une personne stupide, inculte, etc., loin de là, qui était la réincarnation, tenez-vous bien, de quelqu'un qui était encore en vie, et lui l'ignorait. C'est quand même terrifiant. Parce que lui n'était pas lui-même alors. En quelque sorte. Oui, on va profiter de quelques questions. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Il faut parler du pognon. Oui, ah oui, on n'a pas parlé de l'argent. Hein. 300 000 euros minimum pour arriver au bout de la piste scientologue. C'est minimum. Hein. Alors, il y en a qui ont versé des sommes qui dépassent 50 millions de dollars et qui atteignent probablement plus de 100 millions de dollars. Alors ça, ce sont des gens qui ont, en plus de payer les services ridicules dont je viens de vous parler, ont également fait des donations pour la scientologie, ce qui fait qu'ensuite, la scientologie vous dit, vous savez, on a encore acheté un bâtiment de 8000 m² à Bruxelles, ou un de 10 000 m² à Londres, ou un de 8000 m² à côté des Cortés à Madrid, etc. Ben oui, ils les achètent avec ça. Voilà. Moi, je voulais vous poser une question. Nous sommes ici des familles concernées par les problèmes sectaires.
par certains membres de notre famille au sein de sectes, avec ces mêmes agissements, à un moindre niveau, mais exactement la même chose. En résumé, je voudrais savoir comment vous en êtes sorti. Pour ne pas trop prendre de temps, je pense que le mieux serait que vous alliez éventuellement sur mon site. Vous trouverez mon bouquin dans les nouveautés, c'est pas une nouveauté mon bouquin, mais il y est gratuitement et j'explique un petit peu mon parcours à l'intérieur. Moi j'en suis sorti, pour résumer très rapidement, et très simplement parce que pendant 8 ans j'ai lu du Hubbard, j'en ai traduit 2,5 millions de mots, donc l'équivalent de 25 romans de taille moyenne. Et franchement, au bout d'un moment, j'en avais jusque-là, de lire des conneries, de devoir traduire des conneries, et surtout de voir leur application dans le vrai. Parce que ça devenait, à la fin, je m'étais dit, mais ma parole m'était devenue un ennemi de l'humanité. C'était une prise de conscience.